Alors bienvenue dans cette capsule vidéo qui va concerner l'électronique durable. Cette capsule elle a été montée par le collectif d'étudiants Think What Matters en collaboration avec l'Institut de recherche technologique NanoElec. Alors qui sommes-nous? Le collectif Think What Matters c'est un collectif d'étudiants pluridisciplinaires qui veut réunir le plus de formations différentes pour travailler ensemble sur les sujets de la transition. Aujourd'hui à TWM on retrouve des étudiants en école d'ingénieur, des étudiants de sciences politiques, des étudiants de droit international ou encore de psychologie du comportement pour travailler ensemble sur ces sujets. Alors au niveau du sommaire de cette capsule, on va parler ensemble du cycle de vie de nos équipements électriques et électroniques en ciblant 3 étapes spécifiques. Et puis dans une deuxième partie, on parlera ensemble du nouveau regard, en tout cas le nouveau regard qu'on devrait poser sur l'électronique. 2 objectifs de cette capsule, déjà de se rendre compte un petit peu des enjeux actuels et des problématiques qui gravitent autour de l'électronique, et puis dans un deuxième temps, de démarrer des réflexions sur les nouvelles pistes de l'électronique pour qu'elle soit un peu plus durable et vertueuse. Nous sommes entourés de produits high-tech, comme vous le voyez dans votre quotidien. On a tous des smartphones, nous avons tous des ordinateurs portables, on est de plus en plus nombreux à avoir des montres connectées ou encore des appareils photo ultra sophistiqués. Peut-être que demain, nous serons tous équipés de casques de réalité virtuelle pour venir jouer aux jeux vidéo. Et puis au-delà de ces grands objets de consommation, l'électronique est aussi visible dans les grands secteurs comme la santé. Le problème, c'est qu'à ce stade-là, on s'en rend vite compte, l'électronique ne pousse pas dans les arbres. L'électronique est le fruit d'une multitude d'étapes technologiques de transformation de la matière qui génèrent forcément des pollutions. Alors pour se rendre compte justement de cette empreinte environnementale de nos objets du quotidien, il existe le cycle de vie d'un produit, ou en tout cas son analyse, qui permet justement de prendre un peu de recul sur toutes les étapes de conception et de fabrication. Alors le cycle de vie, c'est 6 grandes étapes qui commencent par l'extraction de nos matières premières, suivies par les phases de fabrication, de transport, de distribution, suit ensuite la phase d'utilisation, d'usage du produit, et puis à la fin on retrouve la fin de vie de nos produits. Un des grands objectifs de l'analyse de cycle de vie, c'est d'éviter justement de déplacer les impacts d'une étape vers une autre du cycle, puisqu'on a cette vue un petit peu globale. Aujourd'hui dans cette capsule, on va se focaliser simplement sur 3 étapes particulières, qui est déjà la première, l'extraction des matières premières, suivie par la phase de fabrication de nos circuits intégrés, et puis on réfléchira ensemble à la fin de vie de nos déchets d'équipements électriques et électroniques. Commençons du coup par la première étape de notre analyse du cycle de vie qui est l'extraction des matières premières. On va se focaliser d'abord sur les conditions environnementales et sociales de l'extraction. Aujourd'hui, je suis scientifique, je suis ingénieur, j'ai besoin de métaux. Le problème, c'est qu'on ne retrouve pas tous ces métaux que vous voyez à l'écran, comme le cobalt ou le tungstène ou le lithium directement sous forme de barres. On retrouve à chaque fois nos métaux sous forme sulfurée ou oxydée, donc directement contenus dans du minerai. Entre les deux, on est venu construire des usines de traitement du minerai pour arriver à séparer le métal de la roche. Donc dans ces phases d'extraction et de traitement du minerai, il va falloir construire tout un tas d'infrastructures pour venir récupérer à la fin nos métaux. Et donc du coup, des pollutions vont forcément être générées. Dans nos recherches, nous avons essayé de retracer un petit peu l'histoire du cuivre, c'est-à-dire arriver à retracer son origine, qui est la mine de cuivre. Ces recherches nous ont amené jusqu'à la mine de cuivre du Chuquicamata, où 40% du cuivre proviennent de cette mine qui est au Chili. Ce qu'on apprend, c'est que les industriels, pour venir arriver à faire tous les traitements chimiques et rincer la roche, ont besoin d'énormément de quantités d'eau douce et donc du coup sont venus creuser les nappes phréatiques pour récupérer cette eau douce. Ils l'ont fait d'une manière tellement intensive qu'ils ont asséché durablement ces nappes phréatiques et donc du coup ils ont dû construire d'énormes pipes, 150 km, pour aller récupérer l'eau directement dans les océans. L'eau qui vient des océans est salée et donc du coup ils ont dû construire une usine de désalinisation de l'eau pour récupérer de l'eau douce et comme on a l'habitude de le dire dans le collectif, cette usine de désalinisation elle ne fonctionne pas avec 3 ouvriers qui pédalent, on a besoin d'énormément d'énergie qui est fournie par une usine électrique à charbon qui a été construite juste à côté. Pompons-sur-la-Garonne, le charbon provient de Colombie et de Nouvelle-Zélande. Par ces quelques images, on vient de se rendre compte un petit peu de la complexité qui se cache derrière les métaux que nous utilisons au quotidien. Donc utiliser du cuivre, aujourd'hui, finalement, ce n'est pas anodin. Nous venons de voir ensemble l'exemple d'une mine industrielle, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans le monde. En tout cas, l'année dernière, on apprenait encore que 20% des mines en République démocratique du Congo étaient encore des mines artisanales, où les conditions, du coup, sont moyenâgeuses. L'ONU nous alerte une nouvelle fois. En 2020, il existerait encore 40 000 enfants qui travaillent dans les mines pour extraire notamment du cobalt. À ce stade, petit focus sur les terres rares. Les terres rares sont des métaux particuliers qui vont occuper beaucoup l'espace médiatique, politique et technologique des prochaines années. Les terres rares, ce sont 17 métaux, comme par exemple le néodyme, le dysprosium ou le samarium, que nous entendons souvent, qui ont des propriétés chimiques très proches.
Alors, où utilise-t-on nos terres rares? Eh bien, principalement aujourd'hui dans nos aimants permanents. Si on se focalise par exemple sur nos véhicules, on retrouve des aimants permanents dans les micromoteurs et la voiture en est composée d'une centaine. On retrouve par exemple des terres rares dans nos essuie-glaces, dans nos ventilations, dans nos sièges réglables par exemple, et puis dans certains moteurs électriques. Pourquoi parle-t-on de terres rares aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une petite spécificité environnementale de l'extraction de cette terre rare justement par rapport aux autres métaux. Et cette petite spécificité, elle vient de la présence de thorium et d'uranium directement dans les gisements qui induisent du coup une pollution radioactive des différents rejets. Cette pollution radioactive, elle est par exemple visible dans les lacs toxiques à l'entrée de la ville de Baotou. Baotou, c'est en Mongolie intérieure, c'est là où on vient faire tout le traitement des minerais pour récupérer les terres rares. Au-delà du poids environnemental et social que peuvent avoir du coup nos matières premières, il existe aussi une deuxième problématique qui est déjà la finitude des ressources. Pour illustrer cette finitude des ressources, juste un graphe, il provient de l'ADEME en 2017 où l'on apprend qu'il nous resterait par exemple qu'une vingtaine d'années de réserve environ pour certains métaux comme le cuivre, le cobalt, le nickel, le bore, ou encore seulement une dizaine d'années de réserve pour des métaux comme le plomb, l'argent ou le zinc. Ces calculs ont été réalisés en prenant en compte la durée des réserves en 2016, où l'on vient prendre en compte la consommation en 2016 et on est venu ajouter en plus la croissance entre 2000 et 2016. Les chiffres derrière la finitude des ressources peuvent s'expliquer notamment par la demande très importante de matières premières métalliques liées aux technologies d'énergie verte et notamment l'utilisation et la construction de véhicules électriques. Par exemple, suivant les dernières estimations de l'Agence internationale de l'énergie, il nous faudrait en 2040 42 fois plus de lithium qu'aujourd'hui, ou encore 25 fois plus de graphite ou 21 fois plus de cobalt. Si on se focalise maintenant sur le cuivre, on apprend par Olivier Vidal, qui est chercheur au CNRS, qu'en 8000 ans de cuivre, on aurait fabriqué, utilisé entre 800 millions et 1 milliard de tonnes de cuivre. Eh bien, ces 800 millions à 1 milliard de tonnes de cuivre, c'est exactement les prévisions de la demande, mais sur les 30 prochaines années. Donc on se rend compte ici, là, assez facilement, de la fragilité de nos ressources vis-à-vis de demande. Cette accélération de la demande, elle est intimement liée à l'augmentation du nombre de consommateurs, puisqu'en effet, sur la planète, depuis 1930, on ajoute 1 milliard de personnes tous les 12 ans, et ce milliard de personnes supplémentaires tous les 12 ans, il faut les loger, les éduquer, les nourrir, les déplacer, et donc du coup on voit une augmentation de la demande en matières premières. Donc nous venons de terminer la première étape du cycle de vie qui est liée aux matières premières. Maintenant on peut venir s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de nos usines de fabrication de circuits intégrés. Pour se rendre compte de l'empreinte environnementale de nos circuits intégrés, on va regarder ce qui se passe en entrant de nos usines et puis aussi en sortant de nos usines pour fabriquer 1 cm² de circuits intégrés. Pour fabriquer ce centimètre carré, nous avons besoin environ d'une dizaine de litres d'eau. Nous avons besoin aussi d'électricité, environ 1,27 kWh, et puis des substances chimiques comme l'acide phosphorique, l'acide nitrique ou sulfurique, entre 6 à 190 grammes suivant les circuits. En sortant, nous retrouvons du coup la même quantité, plus ou moins, d'émissions de produits chimiques, la dizaine de litres d'eau qui est souillée et qui est à retraiter, et puis du coup des émissions de gaz à effet de serre comme le CO2, liées par exemple à la génération d'électricité. Aujourd'hui, nos fabricants de circuits intégrés font des efforts importants pour réduire leur empreinte écologique. Pour se faire une idée, il existe des associations d'industriels comme la WSC, la CDP ou encore la RBA. Après cette phase de fabrication, attardons-nous maintenant à la dernière étape du cycle de vie d'un produit qui est la fin de vie. Déjà, quelles sont les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques autour de nous? En 2018, on estimait environ 50 millions de tonnes de ces déchets d'équipements électriques et électroniques. En termes de tonnage, ça représente à peu près 1000 Titanic. Au-delà de ces déchets, on retrouvait en 2019 9,4 milliards d'objets connectés dans le monde, avec une espérance de vie des objets connectés d'environ 3 à 4 ans. On pourrait très facilement estimer que d'ici 2024 ou 2025, on retrouverait ces 9,4 milliards d'objets connectés sous forme de déchets et donc à retraiter. De ces déchets, dans le monde, on estime que seulement 20% des métaux contenus dans ces D3E passeraient par des circuits de recyclage. A l'inverse, selon la Banque mondiale, 80% de ces déchets d'équipements électriques et électroniques seraient envoyés illégalement dans les pays en développement. Pour appuyer ces chiffres, si on reste en Europe, vous voyez du coup sur ce graphe le taux de collecte en vert de ces D3E selon les différents pays. A l'inverse, en rouge, vous voyez du coup le taux de flux mystère, c'est-à-dire le taux de déchets d'équipements électriques et électroniques qui disparaissent des radars, donc on retrouve là-dedans le stockage des particuliers de ces déchets-là, et puis l'export dans les pays en voie de développement. Si on se focalise maintenant sur les chiffres en France, en 2018, sur les 1 600 000 tonnes de ces équipements électriques et électroniques, seulement 45% a été collecté. Si on rajoute
à ça le taux de recyclage qui est entre 73 et 80%. On arrive à un taux de recyclage final en prenant en compte la collecte qui est autour de 30 à 36%. Donc ça veut dire que tout le reste part soit en destruction sous forme d'incinération, en enfouissement, part à l'export à l'étranger et puis est stocké chez les particuliers. Mais alors pourquoi ce défaut de recyclage de nos équipements électriques et électroniques? Eh bien au-delà de ce taux de collecte qui est parfois insuffisant dans certains pays, la complexification de nos objets de manière structurelle ne facilite pas la fin de vie et en tout cas la revalorisation de nos produits. Pour vous montrer cette complexification structurelle de nos objets, prenons l'exemple de l'appareil photo et notamment de l'Olympus Trip 35 qui est sorti en 2005-2006. Quand on fait la vue éclatée de cet appareil photo, on se rend compte d'à peu près une quarantaine de composants. Eh bien, en 2008 est sorti le Nikon D700 et cette fois-ci, quand on fait la vue éclatée, on se rend compte de la multitude de composants à l'intérieur de cet appareil photo. Qui dit multitude de composants dit aussi difficulté de recyclage. Au-delà de cette complexification structurelle, mécanique de nos objets, il y a aussi l'augmentation du nombre d'ingrédients à l'intérieur de ces objets-là. L'exemple que l'on peut vous donner, c'est l'évolution du nombre de métaux selon les années dans la téléphonie. Le premier téléphone fixe en 1950 contenait 12 métaux. Aujourd'hui, dans les smartphones les plus récents, on retrouve entre 55 et 60 métaux. Ici, vous pouvez retrouver une très belle infographie fournie par Ingénieurs sans frontières où on se rend compte un petit peu du cocktail métallique présent à l'intérieur de nos équipements. On retrouve de tout, de l'argent, du beryllium, du gallium et puis ces fameuses terres rares qu'on a abordées un peu plus tôt dans cette capsule comme le néodyme. Quand on rentre un petit peu plus dans les détails et quand on se focalise sur une carte électronique, on retrouve encore ce tumulte d'ingrédients à l'intérieur. Par exemple, pour le substrat, on retrouve du cuivre, du carbone, de l'or, du palladium. Sur les composants que l'on vient mettre par-dessus ce substrat, on retrouve par exemple de l'aluminium, du fer, du zinc. Et puis les cartes électroniques ne fonctionnent pas toutes seules, elles ont besoin de connexion. Et donc on retrouve des vis, des nappes électriques et puis les batteries qui permettent de faire fonctionner le tout. Donc on vient de se rendre compte un petit peu de la composition complexe déjà de nos cartes électroniques. On retrouve à l'intérieur des organiques comme les plastiques et les résines et on retrouve aussi des fibres de verre, des céramiques et puis les fameux métaux. La miniaturisation de l'électronique implique une augmentation des ingrédients dans nos équipements, mais dans des quantités infimes. Comme on peut le voir pour un smartphone standard, 640 grammes environ, on retrouverait seulement 0,0003% de tungstène, c'est même pas 1 mg. Pour des raisons physiques liées aux faibles quantités, mais aussi économiques, la fin de vie de nos produits électriques et électroniques est parfois compliquée, et en tout cas le recyclage n'est pas optimal. Pour illustrer ces difficultés de recyclage de nos métaux dans nos cartes électroniques, Umicore, qui est le meilleur recycleur européen, nous dit que sur les cartes électroniques qu'il reçoit en entrée, il arrive à récupérer pour réinjecter et revendre sur le marché seulement 17 métaux environ sur les 60 qui sont contenus dans nos cartes. À ce stade, nous pouvons faire déjà des premières conclusions. On vient de se rendre compte un petit peu de quelques problématiques autour de l'électronique, notamment l'extraction des métaux, la finitude des ressources et puis les problématiques autour de la fin de vie de nos déchets d'équipements électriques et électroniques. Nous pouvons développer quelques pistes de réflexion déjà pour arriver à se soustraire de ces problématiques, comme déjà développer la sobriété dans l'utilisation des matières premières, décomplexifier les produits pour faciliter les phases de recyclage, et puis développer la collecte de ces D3E. Désormais, tentons de poser un nouveau regard sur l'électronique. Pour développer une électronique plus vertueuse, en tout cas avec une empreinte écologique qui soit réduite, il faut penser global, il faut penser en études systémiques. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on travaille par exemple sur des panneaux solaires qui dépassent largement les rendements actuels. On travaille sur des composants électriques qui sont de moins en moins énergivores. On travaille par exemple sur des batteries lithium-ion qui sont sécables et donc du coup réparables. Il y a de la belle électronique, de la belle technologie qui sont développées dans nos labos de recherche. Mais à côté de ça, il faut savoir à qui nous allons vendre ces produits et comment vont être utilisés tous ces produits. Parce que, imaginons que l'on décide de construire un bulldozer zéro carbone, c'est super, il va être éco-conçu, quand il va rouler, il ne va pas émettre un seul gramme de CO2. Mais le problème, c'est qu'on continue de déforester. Cette image est très schématique, c'est très caricatural, mais elle nous permet d'intuiter qu'il faut penser autant à la fabrication de nos produits qu'à son utilisation. Il faut que nous prenions du recul sur l'électronique et pour cela, il faut que l'on s'inspire aussi des 3 piliers du développement durable. Parce qu'en effet, une électronique doit être déjà soutenable, avec un poids environnemental et social qui soit le plus faible possible. Il faut une électronique qui réponde aux besoins des populations, mais il faut aussi une électronique qui soit compétitive, c'est-à-dire que les produits restent accessibles pour les consommateurs. Sortons de l'électronique du gadget et développons l'électronique qui a du sens, comme par exemple l'électronique pour les préventions des risques, l'électronique pour le médical, l'agriculture ou encore le développement des énergies renouvelables.
Pour illustrer cette électronique plus verte, plus vertueuse, plus responsable, on peut citer par exemple une start-up grenobloise qui est partie d'un constat, une nouvelle demande de déplacement plus soutenable des citoyens, et donc ils sont venus après éco-innover autour de ce projet. L'électronique peut être aussi plus durable quand elle stimule un numérique qui est vertueux. C'est l'exemple notamment des applications qui permettent de consommer de manière plus responsable, comme Yuka, comme Too Good To Go ou comme encore Vinted. Mais c'est aussi le cas de l'autoconsommation collective quand on vient partager l'électricité que l'on a générée sur son propre toit, par exemple avec des panneaux solaires. Gardons à l'esprit qu'il existe et qu'il existera encore un grand nombre de secteurs où l'électronique aura une place de choix dans le monde de demain. C'est le cas par exemple du secteur des transports où on viendrait imaginer et construire des véhicules qui seraient moins énergivores et plus sobres. C'est le cas par exemple de l'agriculture où le numérique pourrait venir rapprocher les producteurs des consommateurs. Et puis finalement le secteur médical où nous aurons toujours besoin d'innovation technologique. Alors finalement, pour conclure, quelles seraient les grandes étapes pour faire de l'éco-innovation avec l'électronique? Ça commence déjà par cibler les besoins des populations, les besoins essentiels, en tout cas ceux qui ne permettent pas de rentrer dans un confort démesuré. C'est à la suite de ce constat-là d'éco-concevoir nos produits pour arriver à développer la réparabilité et réduire l'empreinte carbone. C'est ensuite imaginer des usages sobres et vertueux du numérique à partir de l'électronique qui a été construit. C'est aussi développer forcément de nouveaux procédés de fabrication pour réduire par exemple la facture énergétique de nos usines. C'est développer de nouveaux services et business models comme par exemple la réparabilité et puis le partage d'équipements. Et puis finalement, c'est développer aussi de nouveaux procédés de tri et de recyclage pour arriver à développer l'économie circulaire derrière l'électronique. Quand on travaille dans le secteur de l'électronique, trouvons un juste équilibre entre une électronique soutenable, une électronique compétitive et puis surtout une électronique qui répond aux véritables besoins des populations.